Quel bonheur pour un historien et un anarchiste de recevoir chez lui tout d'abord quelqu'un qui est une amie, mais que j'interroge ici essentiellement comme témoin ou héritière, en tout cas sur le plan des traditions, d'une famille dont un personnage est extrêmement connu, à savoir Michel Bakounine, le grand anarchiste du XIXe siècle. Je suis donc très heureux de recevoir ici Tatiana Bakounine, qui est en fait l'arrière-petite-nièce du grand Bakounine. Mon objectif ici n'est donc pas de retracer l'histoire de l'anarchiste Michel Bakounine, que l'on peut retrouver dans de très nombreux livres et sur Internet, un petit peu partout. Donc c'est une histoire très connue. En revanche, il y a une histoire qui est moins connue et qui, je crois, ne manque pas d'intérêt, c'est l'histoire de la famille Bakounine après Bakounine, justement. Et ce qui est intéressant dans cette famille, et Tatiana Bakounine va nous l'expliquer, c'est qu'il y a eu, si je puis dire, d'une part, une réception de l'héritage politique par les frères et sœurs de Bakounine lui-même, de Michel, mais que aussi il y a eu une autre tendance qui n'était pas du tout dans la voie anarchiste et qui, en particulier au moment de la Révolution russe et de la guerre civile qui a suivi entre 1917 et 1921, est allée dans un tout autre sens, puisque, comme on va le voir, certains membres de cette famille étaient du côté du général Wrangel, c'est-à-dire du côté des Blancs qui voulaient restaurer la monarchie tsariste. Voilà, alors Tatiana, tu m'as fait de manière opportunément un petit arbre généalogique pour que je m'y retrouve dans cette famille qui comprenait de nombreux membres, et surtout déjà au niveau de la fratrie de Michel Bakounine lui-même. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire tout d'abord quel était le milieu sur le plan sociologique auquel appartenait Michel Bakounine? Le milieu sociologique, ils appartenaient à quelle classe sociale? À la classe aristocratique, c'était des aristocrates, oui. De tous les côtés, hein, du côté du père, de la mère, donc on se mariait que dans la sphère aristocratique. Et ils appartenaient à une très vieille noblesse, tu m'as expliqué. À une très vieille noblesse qui remonte, ça c'est... Avant Pierre le Grand. Avant Pierre le Grand, ça c'est dans tous les livres d'histoire, c'est je crois 4 ou 5 générations d'aristocrates. Voilà. Et ils ont vécu dans une propriété qui s'appelle Primouchine. Oui. C'est tout près de... C'est à 60 km de Tver, qui est une grande ville russe, à 200 km de Moscou. Oui. Et c'était une propriété qui encore aujourd'hui attire du monde parce que voilà, c'est une propriété qui charmait. C'était une maison charmante et puis les conversations étaient très ouvertes, très animées. Il y avait beaucoup de passages. Tous ceux qui passaient par Tver séjournaient à Primouchine. Et donc ça crée comme ça un petit monde d'intellectuels qui avait une grande influence sur le monde littéraire et artistique en Russie. C'est ça. Et donc, ça c'est pour l'époque de Bakounine lui-même, et dans les décennies qui ont suivi, avant en tout cas la Révolution russe. Oui. Voilà. Mais là j'ai peu d'éléments. Oui, d'accord, entendu. Et il y a parmi ces personnages importants, tu m'en as cité quelques-uns. Parmi ces grands écrivains, par exemple. Alors, par exemple, il y a Pouchkine qui est venu. Oui. Pouchkine, lui, qui a été mis à la porte de Primouchine parce qu'il avait écrit des poèmes très licencieux. Donc, il était persona non grata.
il y a eu Tolstoï à la fin, tout à la fin de Plemouchine. Tolstoï a fait un bref séjour à Plemouchine. Puis d'autres noms, Tourguenieff, je crois aussi. Tourguenieff, il y a eu un roman d'amour avec une des sœurs de Michel Bakounine, je ne sais plus laquelle, mais Michel Bakounine a mis fin à cette idylle. Il était très jaloux de ses sœurs. C'est ça. Voilà. Mais donc, tout ça, ça se trouve dans Oui, bien entendu, mais enfin c'est important quand même de partir du début, hein, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, Bakounine va lui-même décéder, et le domaine, qu'est-ce qu'il devient à partir de ce moment-là? Il y a plusieurs frères et sœurs, et comment ça se passe au niveau de l'héritage, au fond? Tant que le père de Michel Bakounine, de Paul, Nicolas, Alexis, etc., est en vie, c'est le père bien entendu. Qui a hérité. Mais à la mort du père de Michel Bakounine, c'est, je suppose, le frère aîné, et je suppose que c'est Alexis qui hérite, en tout cas c'est Alexis qui hérite du domaine. C'est ça. Alexis qui va épouser une certaine Natalia, et Alexis et Natalia auront 2 enfants, Michel et Catherine. Et à la mort d'Alexis, Michel est encore enfant. Donc c'est Natalia qui... Donc le Michel dont tu parles, ce n'est plus l'anarchiste, c'est donc... Non, c'est son neveu. Voilà, et c'est donc c'est mon grand-père. C'est ton grand-père. Voilà, donc mon grand-père est petit quand son père meurt. Donc c'est sa mère qui gère. Bien entendu. Et Paul, un des frères de l'anarchiste, qui est lui-même philosophe et botaniste, est très attaché à l'esprit de Bakounine. Et très attaché à ce que son neveu, mon grand-père, soit éduqué dans les idées de Bakounine. Mais la mère, donc la veuve d'Alexis, la belle-sœur de Paul, est plutôt petite bourgeoise. Et elle n'a que du vent, comme dit Paul, elle n'a que du vent dans la tête et rien de bon. Et Paul, très triste que l'esprit de Michel n'est pas reconduit, n'est pas inculqué à ça, va quitter la propriété et va partir d'abord en Italie pour 1 an ou 2 ans, et puis après en Crimée. C'est ça. Et où il va acheter un domaine. Et où il fait ses expériences botanistes et il écrit toute sa philosophie, enfin ses réflexions. Il a laissé des écrits, Paul? Je ne sais pas. D'accord, Je l'ignore. C'est une question que je peux poser d'ailleurs. Et donc, le neveu de Michel Bakounine, Michel Alexeyevitch, a hérité du domaine, mais aussi des dettes. C'est ça. Donc, quand il est très jeune, il a hérité, quand son père est mort, il était enfant, mais très jeune, il a repris le domaine, le domaine était en très très mauvais état. Il avait beaucoup de travaux, et donc il a repris pour redresser un petit peu l'agriculture. Il y avait une fabrique de lin, donc tout ça il a remis en état. Et sauf erreur de ma part, tu m'as dit que sur les terres de ce domaine familial, il y avait près de 5000 âmes. C'est-à-dire les âmes, c'est des serfs en fait au 19e siècle. C'était plus des serfs à la fin du 19e siècle. À la fin, c'était des paysans qui avaient reçu des terres. Donc il y a eu, après en 1862, ça a mis quand même du temps avant que la loi soit mise en application. Puis la redistribution, il y a eu les Ziemstves qui se sont réunis pour... Enfin, c'était très compliqué, la répartition des terres. Et moi, je pense que les meilleures terres ont quand même été gardées par les propriétaires
terriens. C'est ça, voilà, oui. Et les moins bonnes ont été distribuées, ou les plus éloignées du village. C'est ça. Voilà, parce que je viens d'apprendre, comme je te disais, que les paysans de Plymouth se sont révoltés contre le propriétaire parce qu'il refusait la gratuité. Il devait visiblement passer par les terres du seigneur, enfin du propriétaire, pour rejoindre les leurs, et ils avaient un droit de passage à payer. C'est ça. Et visiblement, ils refusaient ça, et donc ils ont... Voilà, ça, j'ai pas encore investigué cette question-là, je vais le faire. C'est ça. Et alors, donc, Paul donc, part en Crimée, là, il crée ou il achète un domaine, et puis alors, il y a, comment dirais-je, le désir et la volonté donc de transmettre alors à ton grand-père, alors c'est l'héritage plutôt intellectuel et politique, si j'ai bien compris, oui. En désaccord, au fond, avec qui encore? Avec la belle-sœur de Paul, donc la mère de Michel. D'accord. Et ça, c'est vraiment une question pour moi. C'est là-dessus que je voudrais investiguer creuser un petit peu, parce que pour moi, c'était pas compréhensible. Comment se fait-il que Michel Alexeyevitch, mon grand-père, avec l'héritage familial qui était très fort, c'était très costaud, comment est-ce qu'il a intégré l'armée blanche pour... C'est ça. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une partie de l'explication, mais je pense que quand même, un certain nombre d'idées libertaires ont dû... en tout cas, l'athéisme, ça c'est clair, ça a été transmis. Une certaine idée de l'équité. Voilà, ça je pense que dans la famille, ça c'était quelque chose, à part ma grand-mère Sophie, qui était très aristocrate jusqu'au bout des ongles, mais du côté de mon père, cette équité, cette justice, cette indépendance d'esprit, cette autonomie, ça a quand même été transmis, je pense. Oui. La contestation aussi, mon père était très contestataire. Et il t'a transmis un peu cet héritage, comment dirais-je, de l'esprit d'héritage, je ne parle pas, je ne t'interroge pas sur tes convictions politiques, je te demande cette vision de l'organisation de la société. Je pense, alors, est-ce que c'est mon père qui me l'a... On ne l'a pas inculqué avec des leçons, non, bien sûr. Mais je pense que l'exemple donné par les parents est un héritage aussi de ce qu'ils sont. Et puis mes lectures, c'est parce que quand à 13-14 ans, quand on s'appelle Bakounine et que voilà, tout le monde, Bakounine, voilà, on se demande quand même qui c'est ce personnage, et quand on dit, par exemple chez moi, ma grand-mère disait oui, à cause de Michel, nous la révolution c'est à cause de lui. C'est ça, c'est ça. Pourquoi, comment oui, bien sûr. Oui, alors il me racontait toujours, Wagner, dès qu'il y avait Wagner à la radio, c'est lui qui a trahi Michel, donc l'anarchiste. Oui. Non, pas vraiment, puisque à Dresden. Oui, bien sûr. Donc ça habitait quand même. Hein. Et alors, c'est donc ton grand-père qui, donc Michel, qui est devenu aide-de-camp de Wrangel. Oui. Donc du général, un des généraux qui a continué à mener la bataille des Blancs après la Révolution de 1917. Ouais. C'est ça. Et donc il était notamment avec Vernadsky, l'historien, qui est un cousin de ma grand-mère. C'est un cousin de Sophie. C'est ça. Il y avait un frère mathématicien et l'autre historien. Le mathématicien est resté en Russie, l'historien est parti aux États-Unis, spécialiste de la Russie. Voilà. Eh bien, Vernadsky et Michel étaient ensemble dans l'armée résistante aux Rouges. Oui, il était dans l'armée blanche de Wrangel. Et au fond, est-ce que tu as une idée de savoir si c'est
ta grand-mère très aristocrate Sophie qui a attiré Michel, ton grand-père, vers Wrangel, où il avait ses idées bien à lui, et au fond, il a épousé Sophie parce qu'en fait, elle avait les mêmes idées que lui. Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Non. Non, tu n'as pas d'informations. Et alors, elle était l'interprète de Wrangel. Alors, elle a été interprète de Wrangel, oui, parce qu'elle parlait, en fait, elle parlait beaucoup de langues. Elle parlait, oui. outre le russe, elle parlait le français, l'anglais, l'allemand et des notions d'italien. C'est ça. Et elle avait surtout besoin du français pour Wrangel et puis de l'anglais. Et alors, comment cette famille russe va arriver en Belgique? Par quel parcours? Alors, Wrangel qui avait avait une lutte armée contre l'armée rouge, contre les rouges en Crimée, à un moment donné, les Blancs ont été vaincus, enfin repoussés, oui. Et donc en bateau, tous ceux qui étaient en Crimée se sont embarqués sur des bateaux, et c'est des dizaines et des dizaines de bateaux qui sont arrivés à Gallipoli. Oui. À Gallipoli, en Turquie. En Turquie, voilà. Oui. Ils ont traversé la mer Noire en bateau, ils sont arrivés à Gallipoli, où ils ont été très très bien reçus par les Turcs. C'est ça. Ah, vraiment très très bien. Un peu moins par les Français et par... Oui. Et donc là, ils sont restés 2 ans, je pense, à Gallipoli. Et puis après, ils sont allés en Bulgarie, parce que la Bulgarie est une petite terre russe, en quelque sorte. C'est les petits frères. Oui, c'est ça. Beaucoup de Russes. Bien qu'ayant combattu dans 2 camps différents pendant la guerre. Oui, voilà. C'est cela. Et alors, j'ai aussi appris récemment que les gens qui étaient plutôt de gauche partaient vers la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Ah, c'est ça. Et les gens de droite partaient vers Gallipoli. C'est ça. Je viens d'apprendre ça. Donc, ça confirme qu'il avait comme ça une petite tendance plutôt de droite. D'accord. Et donc ils sont restés 2 ans à Gallipoli puis en Bulgarie. Et alors là, c'était difficile de faire trouver du boulot. Et puis ma grand-mère était serveuse dans un restaurant d'abord. Et puis après, elle a trouvé du travail comme secrétaire auprès de la commission mixte. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La délégation belge de la commission mixte. Ils ont connu un petit peu le destin de ces princes cus qui arrivaient à Paris et qui devenaient chauffeurs de taxi. Voilà. C'est le, c'est le même profil de biographie. Absolument. En fait, c'est ça. Et mon grand-père, lui, est arrivé en Belgique, est parti en Belgique pour essayer de trouver du travail. Et il était, comme pendant ses études d'ingénieur agronome, il a fait de la chimie. Il a travaillé comme chimiste, préparateur chimiste dans une société de peinture. D'accord, c'est ça. Mais ça, c'est après la guerre. C'est ça. Et donc, avant la guerre, dans les années 35-36, Michel et Alexis, son fils, mon grand-père, Michel Alexeyevitch, a eu 2 enfants, Alexis et Alexandre, et qui sont venus étudier en Belgique, et puis qui sont restés parce que la guerre a éclaté. Ma grand-mère est restée pendant toute la guerre en Bulgarie, et puis après la guerre, quand les Rouges sont arrivés en Bulgarie, elle est venue en Belgique. Alexis, le fils aîné de Michel, est parti, une fois ses études terminées, est parti au Congo construire des routes. Il était ingénieur des routes. Et après la guerre, ma grand-mère est arrivée en Belgique. Mon père a fait des petits boulots. Il n'a pas terminé ses études et il a travaillé dans un garage, comme électricien dans un garage. Voilà. Et c'est pas lui qui a fait des études d'horticulture. Oui. Voilà. Mais il n'a jamais travaillé comme dans l'horticulture. Non, c'est ça. Mais il a travaillé. Alors, pendant la guerre, parce que pendant la guerre, Michel écrivait à sa femme en Bulgarie. Oui. Et ses lettres ont été interceptées.
Et puis, comme il s'appelait Michel Bakounine, les Allemands l'ont arrêté. Et il a été incarcéré pendant 9 mois à la citadelle de Huy. C'est ça. Dans des conditions atroces. Oui. Voilà. Puis après... Et alors, donc, ton papa, c'est Alexandre, le frère d'Alexis, donc ce sont les 2 enfants de Michel et de Sophie. Ton papa a 2 enfants, mais ta maman est arménienne. Ma maman est arménienne. Alors, c'est pas du tout le même profil que ta grand-mère Sophie, qui elle est une aristocrate, vieille Russie, assez snob aussi. Oui. Et puis alors, ta maman, elle, c'est une arménienne, donc pour les Russes, ce sont les peuples halogènes, hein, donc extérieurs. Et alors, comment ça s'est passé, donc, les rapports entre tes grands-parents, et ta grand-mère en particulier, et alors son fils cadet, Alexandre, et sa belle-fille? Alors, ça s'est passé comment? Ma grand-mère Sophie était en Bulgarie quand mon père a rencontré ma mère à Bruxelles, dans le milieu émigré. Et Michel, donc mon grand-père, et mon père fréquentaient un restaurant russe où ma mère se trouvait. Donc, mon père est tombé amoureux de ma mère, inversement, et Michel, mon grand-père, adorait ma mère. Et vraiment, Mais ma grand-mère, qui était restée en Bulgarie, quand elle a appris que son fils allait se marier avec une Arménienne, elle a été furieuse. Et c'était considéré comme une mésalliance, en fait. C'était une mésalliance. Oui, très clairement. Et parce qu'elle n'était pas aristocrate ou parce qu'elle était arménienne? Parce qu'elle était arménienne. C'est ça. Ah oui. Parce que peut-être bien, peut-être bien que si elle avait été une princesse géorgienne, elle aurait peut-être accepté. Voilà, si elle s'était appelée Bagration ou... Oui, d'accord. Mais des Arméniens, non. C'était une mésalliance, elle était furieuse. Et elle a toujours été très désagréable avec ma mère. Et toujours très désagréable avec moi. Donc quand elle est arrivée en Belgique, avant ma naissance encore. Hein, c'est ça. Mon frère est né en 1945. Mais lui, comme c'était un garçon, qui s'appelait Bakounine, ma grand-mère avait beaucoup d'estime pour lui. C'est ça. Mais moi, comme j'étais une fille, il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Et donc il y avait beaucoup de mépris à l'égard de ma mère. Ouais. C'est ça. Mais pas mon grand-père, lui, il adorait ma mère, il aimait bien. Oui. Et alors, tu as plusieurs enfants qui portent quand même le nom de Bakounine, non? Non, il y a juste ma fille aînée, Anastasia, parce que j'ai été mère célibataire et qu'elle a pris mon nom. Mais les 2 autres... Ils portent le nom de leur père, en fait, c'est ça. Mais Anastasia, elle est aussi reconnue par... c'est ça, oui, peu importe. Hein. Ouais. Mais et il n'y a pas un désir chez les 2 autres enfants, puisque légalement maintenant on peut porter le nom de sa maman. Hein, je veux dire, la loi le prévoit. Donc on peut porter un double nom, le nom de son père et sa maman. Est-ce qu'il n'y a pas le désir de garder quand même un nom qui, à mes yeux évidemment, comme anarchiste, est un nom prestigieux, parce que, je veux dire, on est parfois prêt à se passer de vacances. Enfin, moi je serais prêt, mais peut-être pas dans ta famille, ça ne les regarde que, mais est-ce qu'il y a quand même, sur le plan sentimental, le sentiment d'un lien avec un grand personnage de leur famille, quelles que soient d'ailleurs ses idées politiques? Bon, s'ils avaient été un fasciste ou un nazi, là je comprends qu'on ne tienne pas à perpétuer un lien, mais par rapport à un personnage qui est quand même un personnage honorable, hein, je veux dire, il avait un idéal humaniste, c'était quelqu'un qui travaillait pour le bonheur de l'humanité, hein, on peut le dire. Est-ce qu'il y a ce lien sentimental quand même? Oui. D'ailleurs, maintenant ils ajoutent, j'ai vu sur Facebook qu'ils ont ajouté à leur nom de famille, ils ont ajouté... oui, parce que quand même, c'est pas rien. Hein. Non, mais bon, voilà. C'est un choix, hein, évidemment. Officiellement, oui, ils ont le nom de leur père, ce qui est tout à fait logique dans un premier temps, mais a posteriori, pourquoi pas? C'est ça. Donc, mais donc ta fille aînée, si j'ai bien compris, elle garde le nom de Bakounine. Oui, parce que j'étais mère célibataire. Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Les autres, le père était là, et donc
C'est ça, c'est ça. Ça, Mais en ça- tout cas, j'espère qu'elle va transmettre Après, on verra. à sa descendance. Ça ne me regarde pas, mais c'est parce que je trouve que c'est un tel nom que ce serait dommage voilà, qu'il se perde. Alors maintenant, tu m'as expliqué, lors d'une autre rencontre que nous avons eue, que la propriété familiale est aujourd'hui, au fond, devenue une sorte de pèlerinage pour des colloques. Oui, oui. C'est tous les années ou tous les deux Tous les ans, ans, je ne sais non, pas. tous les Alors ans. explique un petit peu, au fond, en quelques mots. Tu peux rappeler d'abord le nom, parce que je crois que nos auditrices et nos auditeurs n'ont peut-être pas capté le nom de cette propriété, Alors, ça Histoire s'appelle 200. Primouchine, Oui, Primouchino. oui, oui, Et c'est dans la région de Tver, oui, à 200 km de Moscou. Voilà, c'est une grande propriété avec des petits villages autour. Et alors, un habitant de ce village, enfin, il est moscovite, mais ses grands-parents étaient oui, des paysans de ce village-là. Eh bien, il a créé une fondation, le fonds Bakounine. oui, Et tous les ans, il organise des colloques pour refaire vivre la propriété qui est une ruine. Hein. La maison est une ruine, mais lui, il habite une petite maison en bois, là, sans eau courante. Et donc, voilà, des philosophes viennent pendant 3 jours, 4 jours pour... Ça s'appelle, en russe, ça s'appelle Bakuninski Chtin, Primouchinski Chtin, c'est les lectures de Primouchine, autour de Bakounine et de l'anarchisme, de tout ce qui concerne l'anarchisme. Et ça se passe au mois de juillet. Et alors tous les... Et ça recueille un certain succès, je veux Ah dire, oui, ils sont énormément. nombreux. Ah oui. Et il publie, il y a chaque fois une publication avec les actes de... Et est-ce que tu as eu l'occasion de t'y rendre une fois En 2014, il avait pour les 200 ans. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Et donc là, bon, moi j'ai fait juste une introduction. J'ai ouvert le colloque en racontant ce que je raconte. Oui, voilà. C'est ça, voilà. Et puis ce colloque a été très, 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 très intéressant. Il y avait des Japonais, il y avait des Italiens, il y avait... c'est ça. Et au fond, dans cette histoire familiale, puisqu'il y avait beaucoup de frères et de sœurs, si j'ai bien compris, de l'anarchiste Michel Bakounine, est-ce qu'il y a d'autres descendants qui portent encore le nom de Bakounine aujourd'hui? Oui, il y en a. J'en ai rencontré quelques-uns, un ou deux, mais visiblement ils ont rompu tous les liens. Ils ont rompu. Ouais. Ils ont rompu. Je pense que je suis à peu près la seule. Et c'est une diaspora, ils sont où oui, ils mais vivent. Il y en a qui sont retournés en Russie depuis la chute du régime soviétique. Un des enfants de je ne sais pas lequel des frères ou des sœurs, non, ça doit être une des sœurs de Michel Bakounine, qui a épousé un certain monsieur, c'est pas Tsirk, j'ai oublié le nom de famille, qui lui a épousé une Kropotkin par exemple. Ah, ça c'est comique, oui, voilà. Mais je ne connais pas plus. C'est ça. Mais pour ceux ou celles qui ne sauraient pas, donc Kropotkin est l'autre grand, qui vient après, moins célèbre, anarchiste que Bakounine, mon Kropotkin, mais lui était vraiment prince. Ah oui, lui il donc était il était d'un rang inférieur. Non, parce que lui c'était des princes qui datent d'avant. D'avant Pierre le Grand. Oui. Donc ça remonte au XVIIe siècle. Oui. D'accord. Et alors je m'intéresse aussi à la transmission de l'héritage, au fond, j'ai parlé de l'héritage politique, intellectuel, on a parlé aussi d'héritage financier, mais qui en actif et en passif, puisqu'il y a eu la transmission des dettes, mais aussi l'héritage linguistique. Parce que, tu nous l'as montré à plusieurs reprises, que le russe est familier. Oui. Voilà. Comment ça se fait je veux dire, évidemment, ton grand-père, par définition, il parlait russe, c'était sa langue véhiculaire, mais alors, ça s'est transmis, en fait, pendant les 2 générations qui ont suivi. Donc, au niveau de ton père, Alexandre, toi, mais alors pour tes enfants, je crois que, au niveau de la
troisième génération, ça s'effiloche. Oui, c'est plus difficile, mais ça, c'est toute l'histoire de toutes les immigrations. De toutes les immigrations, on est bien d'accord, oui. Donc ça suit en fait le schéma classique, qu'après la génération, ben, il y a une intégration ou assimilation, je ne sais pas comment exprimer les choses. Les premières générations, elles sont dans un conflit de loyauté. Il y a d'abord, au niveau de ceux qui ont émigré, ceux qui ont quitté le pays, il y a le désir, on ne s'installe pas définitivement. On veut retourner. On veut retourner. Et puis à un moment donné, on prend conscience que non, c'est plus possible. Mais donc il y a un conflit de loyauté, on doit continuer à parler, on doit entretenir l'esprit, les traditions, la culture, etc. Et on se rencontre aussi sans doute dans des cercles d'émigrés aussi. Tout à fait, oui. Concentrés autour de l'Église. Hein, c'est ça. Mais tu m'as dit que dans ta famille, quand même, il y a eu... comment dirais-je, une tradition athée quand même. Peut-être pas dans ta branche. Du côté de mon père n'allait jamais à l'église. C'est ça. Il respectait toutes les traditions. Ma mère allait à l'église, mais c'était plutôt pour des raisons culturelles plus que... Oui, voilà. oui. À la maison, on ne parlait jamais religion, on ne priait pas, on ne faisait rien de tout ça. Mais par tradition, on allait à l'église. C'est ça. Et chez ton grand-père aussi? Oui, mon grand-père... Ma grand-mère Sophie, je ne suis pas sûre qu'elle était croyante. Hein. Ah bon? Elle était snob, mais elle n'était pas croyante. Mais on allait à l'église parce que c'est là qu'on rencontrait. Oui, et tout le monde allait à l'église. Oui, alors c'était le lieu de rencontre. C'était le lieu de rencontre. Ça, c'était important de respecter les traditions de fête, etc. Bien sûr. Et alors justement, ces traditions de fête, est-ce qu'elles perdurent, quel que soit, je ne sais pas, chez toi ou chez tes enfants? Est-ce qu'il y a encore certaines fêtes, avec peut-être un calendrier décalé là d'une quinzaine de jours, un nouvel an, je ne sais pas, qu'on fait plus tard, dans le cadre du calendrier julien, pas grégorien? Est-ce qu'on poursuit ce genre de tradition? Oui, on le fait. Alors, vraiment de manière un peu diluée pour ce qui nous concerne. Parce qu'il y en a d'autres qui font ça très... C'est Noël. Le 6 janvier. C'est ça. Parfois le nouvel an russe le 13 janvier, mais ça c'est plus comme ça, si on a le temps. Et puis Pâques, qu'on vient de fêter la semaine passée. Ah oui, c'est ça. Alors là on fait, mais on ne va plus à l'église. Mettons qu'on a toujours le calendrier julien dans ce cadre-là. C'est ça. C'est intéressant. C'est intéressant de voir justement qu'est-ce qui reste dans un héritage au fond. C'est pour ça que tu as parlé de l'héritage, et je reviens sur ce que je disais il y a quelques minutes, financier, parce que ça c'est quelque chose de concret qu'on doit gérer, parce qu'il y a la loi, et puis il y a le souci de justice, d'équité entre les descendants. Alors il y a l'héritage intellectuel et politique. Tu nous as dit effectivement qu'il y avait deux branches en fait. Hein. Il y avait ceux qui étaient... dans l'esprit de Bakounine, parce qu'il avait eu beaucoup d'influence sur sa fratrie, et puis alors, on voit qu'il y a quand même le passage chez les Russes blancs, et puis alors il y a cet aspect linguistique, culturel, et une religion, entre guillemets, qui est vidée de son contenu, je dirais, philosophique, mais qui, au niveau des traditions, reste bien présent. Ça, c'est très intéressant. Mais je ne suis pas la plus... représentative. Non, d'accord. Pour ce volet-là. Pour ce volet-là, je comprends bien. Mais enfin, c'était l'objectif de cet entretien. Je te remercie parce que nous arrivons à la fin. Mon objectif, j'espère qu'on l'aura bien compris, n'était pas de faire l'histoire de Bakounine. On a très peu parlé de Bakounine, sinon pour y faire référence en tant que modèle ou comme contre-modèle, le cas échéant. Mais c'était au fond d'essayer de comprendre dans l'histoire, la tradition orale dans une famille, à partir d'une représentante, parce qu'au fond, ça a peut-être été vécu de manière différente dans d'autres générations, mais c'est intéressant de voir dans le cadre de l'histoire, au fond, de l'immigration, parce que ça rentre dans l'histoire de l'immigration, ce qu'il en reste, au fond, un siècle après. Parce qu'au fond, on est en 2018, la révolution russe a eu lieu il y a juste 100 ans, et de voir ce qui reste, au fond, un siècle plus tard. Comment on se construit en contre-modèle Bien entendu, c'est ça que je disais, voilà, identification et contre-identification. Mais écoute, Tatiana, je te remercie beaucoup. Je crois que ça va intéresser beaucoup nos auditrices et nos auditeurs. On verra ça, mais bon, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé.
en tant qu'historien et en tant qu'anarchiste, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Merci beaucoup, hein, Tatiana, je te remercie.